Vous vous souvenez de quelque chose, un dilettante? Bienvenue mes chers petits farfadets à ce nouveau mag entièrement consacré aux défenseurs. On présentera ce groupe insolite avec humour et élégance dans une première partie avant de nous plonger dans ma lecture de la semaine consacrée à l'album Panini, consacré justement à la naissance de ce groupe. Que du lourd, bande de petits vénards, on va se faire pouic pouic, allez, envoyez le bousin. Voilà une vidéo, mes petits farfadets choupinous, dont l'étincelance amusée de vos yeux mouillés de curiosité aiguë m'excite. Voilà donc, disais-je, une vidéo que j'ai repoussée et repoussée, tant je ne savais pas quoi dire sur cet étrange groupe, ou plutôt non-groupe de super-héros. Initialement baptisé les Trois Titans, le groupe des défenseurs réunit des héros au pouvoir hors du commun, comme le Docteur Strange, solennel et chiant comme un harpiste russe, le salmonidé nommé Namor, aka le prince des mers, et l'incroyable Hulk dont la singularité hormonale m'a toujours intrigué. Ils accueille au fil des ans des personnages assez singuliers, vivant sans éclat dans l'ombre des sommités marvéliennes, comme par exemple les Vengeurs. Mais cette insolite équipe des défenseurs, aux aventures fruitées comme un Meursault, a la particularité de se réunir qu'en cas d'extrême danger, genre une menace extraterrestre ou extradimensionnelle, mais rarement pour un dîner rupin. Né de l'union bizarre de tous ces justiciers solitaires réunis au sein d'une grande aventure couillue et velue qui a couru sur toute leur série, les défenseurs ont connu un succès suffisant pour que Marvel leur consacre une série régulière. Ainsi, les défenseurs apparaîtront officiellement dans les pages du Marvel Feature numéro 1 en décembre 1971, avant d'obtenir un titre à part entière en 1972. En France, nous le savons, et pas seulement de Marseille, la publication des défenseurs fut désordonnée, pour ne pas dire chaotique. Suivre cette série était aussi galère qu'un toucher rectal. Cette série a été publiée dans différents pockets, et dans le plus grand désordre chez Haredi. Prenez les Defenders numéro 1 de novembre 1974, et bien il fut publié dans la collection Étrange Aventure numéro 38, en août 1972, l'épisode 2 dans Étrange Aventure numéro 45, puis le numéro 3 dans Étrange Aventure numéro 41. Est-ce que cet éditeur est sérieux? Mais quelle bande de nouilles gratinées quand même! Si vous voulez lire l'épisode 8, il faudra aller le chercher dans Étrange Aventure 47, puis sa seconde partie dans le numéro 49. C'est du grand n'importe nawak, susceptible de provoquer chez les lecteurs un tollé rance. Et puis d'autres épisodes seront publiés dans d'autres séries. Le lecteur qui veut connaître la suite de l'épisode 16 des Défenseurs, lu dans Étrange Aventure 53, devra aller dans le Hulk Collection Flash numéro 4 pour lire le numéro 17. Comment voulez-vous vous y retrouver dans cette orgie de pocket qui s'encule? Une petite pensée pour le regretter Jean-Claude Brialy. Mais ce n'est pas suffisant, puisqu'après une diffusion dans Hulk Collection Flash, les épisodes passeront dans la collection Namor, puis dans Thor Fils d'Odin ou dans Gamma. J'en ai même vu dans Captain America. Quel bordel! Non mais sérieux Haredi, c'est à se demander si les responsables des sommaires n'avaient pas les chromosomes qui se touchaient. La maison d'Haredi consacrera enfin une série aux défenseurs en 1981, mais ce n'est pas pour autant que la situation sera plus claire. D'ailleurs, quand la maison de Tourcoing débute cette série d'albums en couleur, consacrée à ce non-groupe, au dire des spécialistes de comics, la meilleure période était presque déjà passée. Non. Ce meilleur étant publié auparavant dans des petits formats noirs et blancs. Et puis, comme souvent chez Haredi, la série fait des bonds en avant, puisque certaines périodes avaient déjà été traduites en format de poche. Prenez l'exemple de l'album intitulé Pour la défense du royaume, datant de 1981, et bien le sommaire passe du Defenders numéro 52 à Defenders numéro 78. C'est nul. Comment voulez-vous avoir du plaisir à suivre la série? C'est aussi plaisant que de se prendre un concombre dans le cul. Alors que la série des Défenseurs approche du 100e numéro, le scénariste Jean-Marc de Mathéis oriente la série vers des aventures ésotériques avec magie, démons et sorcellerie et tout le tout-team. La saga de la main des 6 doigts se conclut en enfer avec la parution du 100e numéro américain, épisode retranscrit par Haredi dans le numéro 11 des Défenseurs en juillet 1984. Mais Haredi arrête la série à ce moment-là, et pour lire la suite, les fans des Défenseurs devront attendre leur arrivée dans le sommaire de Strange 210 en juin 1987. En effet, en cette année 1987,
Lug a désormais le monopole suite à la fermeture de Sage Édition et de Haredi, ses deux concurrents. Et les défenseurs arrivent en fanfare dans ce numéro 210. Ah! Regardez cette couverture dessinée par Jean-Yves Mitton qui annonce l'arrivée tonitruante des défenseurs dans le magazine. C'est beau comme une mer plissée de petits éclats blancs. Lug reprend directement la série au numéro 101 américain. Hélas, cette série ne connaîtra pas de grand succès et l'aventure va durer que 6 mois, Lug traduisant les Defenders 101 à 104, pas le 105, mais le 106. Mais enfin, ça va pas! Et tout cela sonnera le glas de la série dans le Strange 215 en novembre 1987. Les défenseurs cesseront d'être publiés en France. Inutile de dire que cette tentative avortée fut aussi utile que la bite d'un pape. Chose dommage car le groupe se serait renouvelé avec l'arrivée d'Iceberg, Angel et du Fauve. Pas de doute que cela aurait permis de donner un nouveau lustre à ce groupe en France. Ainsi donc, même avec le meilleur des courages, il était impossible aux lecteurs de France de suivre les aventures de ce groupe bizarre et au final inclassable. Inclassable car en plus des difficultés que nous avons évoquées, le genre de la série était difficilement définissable, un peu comme Vincent McDoug. Les défenseurs pouvaient autant affronter des conquérants cosmiques que des gangsters à la sauce OGM ou des justiciers soviétiques. En plus, le mélange des personnalités était vraiment bizarre. Si depuis le début de la vidéo, on parle du Docteur Strange, de Hulk ou de Namor, il y eut aussi le Surfeur d'Argent, ou Nighthawk, un second couteau, Marvel, transparent et mou comme une méduse, ou même la chatte, autrement gracieuse et pétillante, Boops! Boops! Ou la grumeleuse et patatoïde gargouille, aux apparences aussi grasses que des frites ou des aisselles en août. Bref, c'était vraiment très bizarre. Moi personnellement, et pour le peu que j'ai pu en lire à l'époque, je n'accrochais pas. À l'instar de Jean-Claude Brialy, au milieu de Jeunes Premiers, je trouvais que le Docteur Strange n'avait rien à faire au milieu de super-héros. Et je préférais voir Hulk ou le Surfeur dans des aventures en solo, comme le Han du même nom. Je trouvais ça tellement artificiel et incongru comme l'avènement de ma presbytie à 45 ans. Mélanger super-héros et ésotérisme ne me convenait pas du tout, comme la politique extérieure actuelle du Venezuela, ceci dit en passant. Alors prenant mon courage à deux mains, j'ai voulu découvrir l'origine de ce groupe, comme j'ai toujours cherché à percer le mystère de Nubie le Scandinave au sein mouillé qui illuminait mes playboys d'autrefois. Oh, you touch my tra-la-la. Arrêtez! Et c'est pour ça que j'ai investi dans cet album Panini, premier du nom, rassemblant les épisodes qui ont amené à la construction de ce groupe bizarre. Et cette intégrale Panini regroupant tous ces récits des années 69 à 1972 nous permet de bien appréhender les origines de ce groupe puisque l'album rassemble les séries antérieures à la formation du groupe avec les épisodes du Docteur Strange, de Namor et de Hulk avant de nous présenter la première apparition officielle du groupe dans Marvel Feature numéro 1 en 1971 et les 3 premiers numéros de la série officielle des Défenseurs en 1972. J'ai lu tout ça et contrairement à mes craintes, j'ai vraiment apprécié le contenu de cet album qui m'a permis d'y voir plus clair comme Nado. Oui, je sais, cette blague est datée. Alors, en avant la musique. Super-héros à part entière, les défenseurs sont issus d'une apparition involontaire suite à une série d'événements fortuits. Tout est lié aux événements qui agitent la Maison des Idées en 1969. L'augmentation du nombre de titres oblige, Stan Lee a confié le scénario de plusieurs de ses productions à d'autres artistes, et en particulier son héritier, Roy Thomas. Ce dernier écrit Doctor Strange à l'époque, une série certes appréciée, mais qui n'est pas la plus vendeuse chez Marvel. La décision est prise de l'arrêter au numéro 183 en novembre 1969. Roy Thomas en est informé alors qu'il vient de terminer l'épisode, et pas de chance, ce récit constitue le volet initial d'un récit en plusieurs parties. Il est donc voué à rester inachevé. La chose qui nous marque quand on lit cet épisode, c'est que le Docteur Strange porte un masque. Un masque qu'il avait arboré pendant quelques mois, car en cachant son visage et en modifiant sa tenue, Marvel espérait donner au Docteur une allure plus super-héroïque et faire grimper les ventes. Mais cette stratégie n'obtint pas les résultats escomptés. Et là, Stan Lee dit à Thomas que pour le Docteur Strange, bah c'est mort. C'était vraiment très intéressant. Mais Roy est déterminé à poursuivre les aventures du Docteur Strange et il poursuit l'histoire du numéro 183 dans 2 autres séries qu'il a écrites à l'époque. Ainsi, on peut lire dans cet album Panini la suite dans le Submariner numéro 22 en février 1970, puis dans l'Incredible Hulk 126 d'avril 1970, avant de poursuivre dans Submariner numéro 34 en février 1971 et dans le Submariner numéro 35 en mars de la même année. À l'instar de ma sœur qui essaye de se débarrasser de ses mycoses, Roy Thomas en profite pour se débarrasser du Docteur Strange dans l'Incredible Hulk 126 et pour recruter le Surfeur d'Argent dans le Submariner numéro 34, habilement appelé Trio de Titans. Un Silver Surfer que Stan Lee affectionne tout particulièrement, et je le rappelle, car cela va avoir son incidence pour la suite.
Les aventures du trio, que Roy Thomas veut absolument appeler les Trois Titans, cartonnent et le groupe obtient sa propre série. Marvel ne veut pas se lancer dans une nouvelle aventure sans en tester son efficacité. Il ne s'agissait pas de se balancer une série et de se vautrer sur le sol. Romancing Under the Floor. Ainsi donc, la Maison des Idées va présenter son groupe dans une publication anthologique. Mais comme toutes les revues affichent complet, les éditeurs lancent Marvel Feature numéro 1 en décembre 1971. Mais Stan Lee impose des conditions à Roy Thomas. D'abord, il doit oublier les Trois Titans au profit des Defenders. On sent que le père Stan veut récupérer son bébé argenté. Et là, je vous le donne en 100 car en 1000 ça fait trop cher, Stan Lee va demander aussi à Thomas de réintégrer le Docteur Strange à la place du surfeur d'argent. C'est indéniable, Stan Lee a du mal à accepter qu'un autre que lui écrive les aventures du petit gars argenté. Mais les débuts des Défenseurs sont laborieux dans Marvel Feature. En effet, le premier numéro a bien failli ne jamais paraître. Stan Lee jugeait l'ancrage de Bill Everett tout à fait pourri. Ouais, c'est pas faux. Tout ce pataquès fit beaucoup de bruit et a bien failli finir comme Véronique, sans son. Et il n'a pas tort le vieux Stan, regardez comme c'est moche. Je n'ai pas l'habitude de chipoter sur l'ancrage, mais là quand même, je dois admettre que c'est pourri et que ça gâche les dessins de Ross Andru, un artiste que je kiffe autant que la mère de mes enfants présumés. Malgré tout, le récit va paraître accompagné d'un récit de 10 pages, écrite par Roy Thomas, dans lequel il explique pourquoi le Docteur Strange a rendossé son costume classique et abandonné le masque. Cela tient la route, car le style de Roy Thomas est empoulé et finit par nous éblouir. T'as compris? Empouler, éblouir. Abonne-toi! Les Défenseurs ne feront que 3 aventures dans Marvel Feature. Le deuxième épisode sera ancré par Don Heck et le troisième à nouveau par Bill Everett, à qui on a bien fait comprendre qu'il fallait adapter un style plus conforme aux attentes de Stan Lee, au risque de se faire péter la rondelle par le Big Boss. Les Défenseurs quittent Marvel Feature dans le numéro 4, et c'est Ant-Man qui prendra la suite. Ainsi, les Défenseurs continuent leur aventure dans un titre à part entière qui apparaîtra en août 1972 dans The Defender numéro 1 avec Steve Englehart au texte et Sal Buscema au dessin. 2 artistes aussi complémentaires que le tonton et la tontaine, la chèvre et le légionnaire, ou j'irais même plus que le gorgon Émile à la gorgonzola. Ainsi, cet ouvrage Panini, d'un fort beau gabarit, avec sa tranche tubulée en inox, nous présente les numéros 1 à 3 des Défenseurs, tous parus en 1972. Cet album est donc un bon résumé des obstacles qu'ont connus les Trois Titans avant de devenir les Defenders, permettant ainsi de souligner encore davantage la singularité de ce non-groupe. Après, on éprouve un plaisir immense à voir Hulk et Namor se foutre sur la gueule. Ces deux-là fonctionnent plus sur la fibre musculaire que sur le neurone cérébral. Il y a même une baston entre le trio de titans et les Vengeurs, qui incarnent bien les valeurs que je défends, gauche dans ta gueule, droite dans ta face. Ou même la baston entre le surfeur et Namor. Quel fouteur de merde quand même ce prince des mers en slip petit bateau. Et voilà, comme on croque une tomate cerise avec une branche de basilic et un verre de vin blanc, j'ai passé un agréable moment à découvrir les origines de ce groupe. L'album m'a presque fait rêver, comme si j'étais au milieu d'un champ de magnolias, car oui, quand j'observe des magnolias, je suis faux rêveur. Et donc, si vous êtes un fan des Défenseurs, plutôt que de vous casser le cul à chercher du côté d'Haridi, lisez cet album Panini qui reconstitue à merveille ce passé sans prise de tête. Je vous le recommande chaudement. C'est tout ce que j'ai comme temps pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez jugée distrayante, légère mais cependant pertinente, porteuse de concepts sous-jacents qui démantèlent le contenu émotionnel de cette émission dans sa première approche. Merci d'être venu, faites des méga-teufs et rêvez à d'énormes femmes. Bonsoir. Non, appelle Raphaël. Arrêtez!